Des habitants de toute la France qui disent non au crack, non à la continuité de ce trafic, de ce manège, aussi bien avec les toxicomanes et les dealers, et non aux erreurs du gouvernement en continu qui font qu'aujourd'hui on est en danger. Karine Franclet, bonjour Madame le maire. Maire UDI d'Aubervilliers, la situation n'a que trop duré et la mobilisation s'annonce peut-être massive du côté de Stalingrad dans une petite heure. Paris, Aubervilliers ou encore Pantin, le cri du cœur de bon nombre de riverains, c'est tout à l'heure des sentiments qui oscillent entre le ras-le-bol et l'inquiétude. Des mois et des mois que la mairie de Paris, la préfecture et l'État se renvoient la balle sur ces consommateurs de crack et ces dealers qui créent, vous le savez, ces scènes ouvertes. On a connu la Chapelle, le bunker, Stalingrad, les jardins des Halles et maintenant la Villette, avec cette atmosphère surréaliste, cette fois aux abords du périphérique de la capitale. Et ce mur de la honte ou ce mur de l'impuissance, ça en dit long. Et c'est selon. Bonjour Régine Delfour, vous êtes notre envoyé spécial, vous êtes sur cette fameuse place de la bataille Stalingrad, place ô combien symbolique où dans une petite heure tout ce petit monde va se rassembler. Oui, Patrice, c'est une place hautement symbolique puisque à la fin des années 80, elle devient l'un des principaux points de deal de la capitale. Alors aujourd'hui, les riverains du 19e, mais aussi du 18e, du 10e arrondissement où il est censé avoir une salle de shoot bientôt, une salle de soins bientôt installée, les riverains d'Aubervilliers, mais aussi de Pantin, ont décidé ici de dire non au crack. Alors à mes côtés, Tarak Sassi, vous êtes l'un des porte-parole du collectif 93 anti-crack. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, après un rassemblement mercredi soir à Aubervilliers, vous avez décidé aujourd'hui de venir ici, place de Stalingrad ? Bonjour, cette place est hautement historique et il était important justement de l'investir avec des Parisiens, des riverains, des habitants de toute la France qui disent non au crack, non à la continuité de ce trafic, de ce manège, aussi bien avec les toxicomanes et les dealers, et non aux erreurs du gouvernement en continu qui font qu'aujourd'hui on est en danger. Alors vous parlez de danger, vous parlez d'erreur du gouvernement. À l'issue de ce rassemblement, qu'est-ce que vous attendez concrètement des pouvoirs publics ? On attend aujourd'hui des réponses et des choses concrètes, et en particulier l'ouverture de centres fermés pour les toxicomanes et qu'il y ait une justice qui soit effective avec des peines qui soient appliquées. Merci Tarak. Alors Patrice, vous l'avez dit, on attend beaucoup de monde à partir de 14h, dans moins d'une heure, ici, sur cette place. Et on retrouvera tout au long de l'après-midi sur l'antenne de CNews. Merci à vous, Régine Delfour. Merci également à Olivier Gangloff pour la réalisation de ce duplex. Madame la maire, bon, je vous sens quelque peu colère, on le comprend, on a entendu vos divers propos, effectivement, ces derniers jours. Il y a eu une réunion importante, je crois, jeudi matin. Est-ce que vous êtes enfin dans la boucle des décisions qui sont prises par les autorités ou pas du tout ? Alors, le ministre avait annoncé cette réunion. Nous n'avions pas été invités avec le maire de Pantin. Et puis, donc, vous avez dû faire pression pour être invité ? On a dû un peu faire entendre notre voix mercredi. Puis, on a été invités à la hâte sur une réunion en visio. 1 heure de réunion avec l'ARS, le préfet de région, le préfet de police. Tout le monde, où on a pu échanger, exprimer notre point de vue, relayer le point de vue aussi des habitants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Et puis, à l'issue de cette réunion, rien. Le ministre parlait de questions d'heures ou de questions de jours pour régler le problème, mais là, ça fait 8 jours et on en est toujours au même point. Et on imagine que le temps est long, voire beaucoup trop long. Exactement. Quel est votre sentiment et quelle est la situation concrète ? On a vu qu'il y a eu ce mur qui a été érigé en l'espace de quelques heures. Ce sont les policiers qui ont érigé ce mur devant ce tunnel, mais que le bidonville s'est rapidement constitué. Quel est le quotidien aujourd'hui des gens qui habitent Aubervilliers ou Pantin juste à côté ? Alors il y a un grand sentiment de colère parce que les habitants ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils habitent de l'autre côté du périphérique, on ne les respecte pas et on vient rajouter des difficultés aux difficultés. Le quartier de la Villette, c'est pas un quartier sans riverains, il y a 36 000 habitants, il y a 854 enfants qui sont scolarisés. Donc là il y a eu de la colère, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, et moi je partage leur inquiétude, mais je suis aussi inquiète de voir que là, il est en train les habitants commencent à se dire on va s'organiser nous-mêmes, on va se protéger. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc, il faut vraiment qu'une solution soit vite trouvée parce que la situation sur place peut devenir explosive. Et d'ailleurs, on l'a vu mercredi lors du rassemblement. Il y a quand même eu des gens qui étaient vraiment très en colère, quelques dérapages. Et moi, je suis assez inquiète. Ouais, assez inquiète. Vous êtes parti pour manifester tous les mercredis, voire les samedis, comme aujourd'hui. Ouais. Jean-Christophe Gallien, sur cette situation, on a l'impression que le ping-pong
semble interminable, effectivement, entre la mairie de Paris, l'État, la préfecture. Il y a eu cette réunion importante. Apparemment, ce square va être évacué, mais on se demande quelle va être, encore une fois, la solution qui va être adoptée. Il y a de l'urgence, c'est d'éviter la milice, ce que vous exprimiez sans le dire, c'est-à-dire que lorsque l'État et ceux qui sont censés protéger, organiser, soigner, et là il s'agit de l'État. Pour l'instant, on peut se renvoyer la balle de collectivité territoriale à collectivité territoriale, mais les gouvernements locaux, ils n'ont pas cette compétence. Ils n'ont aucune de ces compétences. Ni la région, Donc, parce que je sais pas. Non, et oui, et c'est pour ça que je dis local, j'aurais pu dire le gouvernement régional. On est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez ce que vous exprimez là. C'est-à-dire, les citoyens, à un moment donné, ils se disent, mais si on nous abandonne, si on nous laisse tout seuls, eh bien, on va se débrouiller nous-mêmes. Ça avait été déjà un petit peu le cas, rappelez-vous, au Jardin des Halles, quand certains types de personnes s'étaient mis à tirer sur les gens qui étaient dans le Jardin des Halles avec des instruments, des mortiers exactement, qu'ils utilisent dans d'autres circonstances. Et là, pour le coup, sur les gens qui se droguaient. Donc on est face à quelque chose où maintenant une réponse gouvernementale, ministérielle ou interministérielle, doit intervenir. Ça n'est plus simplement du ressort de ce que peut faire la maire d'Aubervilliers, de ce que peut faire la maire de Paris, fût-elle candidate à l'élection présidentielle, c'est l'autorité nationale qui doit répondre, c'est sa compétence directe. Et ça ne peut plus être un ping-pong lié à je te déplace d'un côté ou de l'autre, je crée un mur hallucinant. La partition dans notre pays, entre deux territoires, à l'intérieur du Grand Paris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans une zone où dans combien de mois auront lieu, en théorie, les Jeux Olympiques de 2024. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette farce ? Il faut aujourd'hui que... C'est la responsabilité, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, Premier ministre. Il faut qu'il parle, qu'il fasse des choses. Ça ne peut pas durer de cette manière-là. Et ça fait trop longtemps qu'il renvoie la balle au terrain. Le terrain n'est pas là, pour le coup, en compétence de le faire. La gestion du crack à Paris, c'est n'importe quoi. Écoutez, moi, je suis très inquiète pour les riverains, où que ce soient les problèmes, parce que quand on les déplace, ce sont d'autres riverains qui sont visés. Et je pense qu'il y a un total décalage entre ceux qui réfléchissent sur les sujets et prennent les décisions et la réalité de terrain. Il y a un rapport parlementaire qui a été fait sur les salles de chute, etc., où on sent bien que entre justement les riverains qui ont une vision assez claire du sujet, c'est-à-dire qu'ils disent, ben oui, il faut enfermer les gens pour les obliger à se soigner. Donc l'injonction de soins pour certaines personnes, oui, elle est nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? L'aspect sécuritaire. Ceux qui vendent de la drogue ou ceux qui sont agressifs lorsqu'ils consomment de la drogue doivent être appréhendés et punis pour cela. Donc je pense qu'au milieu de toutes ces personnes, il faut aborder les choses différemment selon qu'elles en soient plutôt victimes et malades ou qu'elles en soient l'initiateur. Mais il faut vraiment régler ce problème vite. On ne peut pas arriver dans une société où les Français sont obligés de se défendre par eux-mêmes. Oui. Ça, c'est vraiment le contraire même de l'autorité de l'État et de la République. Quand on dit la République est sur tout le territoire, elle doit être là aussi. Il faut des réponses d'urgence. Il y a des propositions qui ont été faites, et là, je dirais, par la région également, qui est vraiment engagée sur ce sujet. Et il faut aller au bout, parce que là, on va laisser pourrir quelque chose, et en plus, on a l'impression, c'est très dégradant, en fait, pour les personnes qui reçoivent le problème, qui sont déjà un territoire qui est en difficulté, et qui se disent, pourquoi nous ? Mais vous n'inquiétez pas, malheureusement. Est-ce qu'il y a une ébauche de solution, oui ou non ? On parlait de cette réunion ce jeudi avec... Je cite Emmanuel Grégoire qui dit que le projet consiste plutôt à mettre à l'abri les consommateurs de crack sans domicile, dans les dispersant dans les structures d'hébergement et des hôtels. Cela passerait par un renforcement du dispositif d'accompagnement social Assor, géré par l'association Aurore, qui héberge déjà 400 usagers actifs du crack. Il manquerait environ 200 places. Attendez, il faut absolument des structures adaptées de soins. La consommation de crack, c'est extrêmement compliqué. On voit il n'y a pas de produits de substitution, donc il faut des structures adaptées. La présidente de région s'était déplacée dimanche matin, a tendu la main à l'État, même si vous avez raison, c'est une compétence d'État. A tendu la main pour qu'il y ait des solutions conjointes de trouver. Donc, et moi, je retiens quand même ce beau message. Il y a quand même quelque chose de positif des habitants. Dans leur slogan mercredi dernier, c'était en numéro 1, c'était soignez-les et puis protégez-nous. Donc c'est juste. C'était pas protégez-nous et soignez-les, c'était. Ce sont des malades, on les soigne. C'est des êtres humains. À la fois, ce sont des personnes malades, des êtres humains, mais les riverains aussi sont des êtres humains qui ont le droit d'être respectés, même s'ils sont de l'autre côté du périph'. Patrick Karam, sur cette ébauche de solution.
Justement, Valérie Pécresse, c'était dimanche dernier sur la zone, et c'est pas la première fois qu'elle va à la rencontre des riverains et qu'elle discute et qu'elle dialogue avec eux. Elle avait en 2018 déjà fait une proposition des centres fermés dans lesquels on va traiter les gens, on va s'assurer du sevrage parce qu'il n'y a pas de produit de substitution. Aujourd'hui, elle va plus loin puisque l'État et la ville de Paris n'ont pas accepté sa main tendue. Elle a décidé d'une mission qu'elle a confiée à un psychiatre, une grande psychiatre, chef de service dans un grand hôpital parisien, et à une ancienne SDF qui, elle, était sous l'emprise du crack pour déterminer quel type de centre fermé il faut mettre en place. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que vous payez des impôts. Pourquoi, Patrice? Vous payez des impôts pour qu'on vous protège. C'est ça le rôle éminent de l'État. C'est d'abord de vous protéger. C'est d'empêcher que vous soyez agressés. C'est d'empêcher que vous puissiez vous sentir en sécurité sur tous les points du territoire. En agissant comme il le fait. Aujourd'hui, Darmanin est en train d'insécuriser toute la région parisienne. C'est ça aussi le sujet. Vous payez des impôts. Pourquoi? Pour qu'on vous soigne. C'est aussi une compétence de l'État. Nous avons deux sujets aujourd'hui qui relèvent de la compétence de l'État. C'est la santé et c'est la sécurité. Ouais. Et sur ces deux sujets-là, l'État est défaillant. J'aimerais encore vous entendre sur la solution qui alors justement quand même abordée, qui est imaginée en ce moment par les autorités, notamment par la mairie de Paris, Mme Grégoire, qui parle de disperser effectivement ces malades dans des structures d'hébergement et des hôtels. Pourquoi c'est une aberration? Excusez-moi, mais limiter le problème au logement, c'est une aberration et une injustice. Une aberration tout d'abord parce que quand on est drogué, si on n'est pas soigné, on reste violent, on reste drogué. C'est pas parce que vous dormez quelque part la nuit que vous n'en sortez pas pour aller agresser, pour aller dealer, etc. Donc c'est une aberration. Et aussi une forme d'injustice. En gros, ça sert à rien de les héberger, ils vont pas rester? Non, mais ça a déjà été, il y a des millions d'euros qui ont été mis dans l'hébergement. À quoi ça sert? Les héberger, vous croyez qu'on arrête de se droguer parce qu'on est hébergé? Donc c'est vraiment une vision totalement stupide. Par contre, excusez-moi, Monsieur Karam, mais tout mettre. Je vous excuse par avance. Ah, mais parce que vous savez que je vais vous dire quelque chose qui va vous déplaire. Ah, bah non. Tout mettre sur le dos du ministre de l'Intérieur, c'est une aberration. Pardon de vous le dire. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que parce que vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous appelez Karam, vous allez claquer des doigts, il n'y aura plus de drogue, il y a deux sujets. Il y a le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé. Si vous me permettez, c'est quand même, ça ne peut pas se limiter à l'action d'un ministre. Non, mais c'est la compétence de qui? Le ministre de l'Intérieur, sa compétence. Laurence, c'est la compétence de qui? C'est multifactoriel, c'est la compétence de plusieurs. C'est la compétence de qui? C'est la compétence, je vais finir, c'est dingue ça, hein. C'est la compétence du ministre de l'Intérieur. Non, mais il y a quand même un qui a le lead. C'est la compétence de l'État, mais aussi des acteurs locaux. Parce que je suis désolée, c'est pas Madame le maire de Paris qui est bien occupée à d'autres choses, sans résultat par ailleurs, parce que quand on a 5%, je pense qu'elle ferait mieux de retourner à la capitale et s'occuper de sa ville. 7 d'après ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi les acteurs locaux qui doivent s'en occuper. Et Valérie Pécresse, ce qu'on attend et ce qu'on a entendu aussi, c'est que c'est bien d'aller voir les gens, mais c'est bien d'agir aussi. Parce que pour le moment, concrètement, il n'y a pas de résultat. Nous sommes en ligne tous les deux, je vous coupe. Et je redonne la parole à Madame la maire dans un instant avec William Lovenstein. Bonjour, merci beaucoup. C'est un peu agité d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes bien évidemment, on vous connaît, on vous reconnaît addictologue. On commence par où? On en parle depuis des semaines. Alors, on commence par en effet accueillir les personnes avec un mot qui est important, qui est celui de passerelle, si on ne veut pas faire des ghettos et les nuisances qui en résultent. Vous avez entendu, ça a été dit très justement sur votre plateau, que le traitement de l'addiction au crack, qui est une forme de cocaïne, la forme fumée la plus violente, ne bénéficie pas de médicaments de substitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un centre fermé tout seul, c'est une utopie qui ne suffira pas, de même qu'une salle de consommation à moindre risque toute seule. Donc le mot dans l'histoire le plus important est celui de passerelle, d'accueillir les personnes et d'avoir après des passerelles vers des services spécialisés, qu'ils soient d'addictologie, qu'ils soient de psychiatrie, mais reconnaissons que les deux ne sont pas au meilleur de leur forme, qu'il y a un investissement qui est nécessaire. Et une addiction au crack, c'est quelque chose qui se résout en 6 mois, 1 an. Donc je n'imagine pas enfermer les gens pendant 6 mois ou 1 an. Quelle solution structurelle? C'est celle des passerelles, c'est-à-dire penser à des portes d'entrée qui, encore une fois, débouchent sur des passerelles avec en effet plusieurs portes d'entrée. La salle de consommation à moindre risque de Strasbourg marche beaucoup mieux, avec moins de nuisances, parce qu'il y a moins de monde. Donc après, elle marche également beaucoup mieux parce qu'il y a un périmètre d'immunité autour de la salle
qui est plus réduit, où l'ordre peut se faire. Moi, je veux bien entendre les différents shows politiques auxquels on assiste aujourd'hui, mais il est très clair que si on ne met pas le sanitaire pour rester humain, l'insécurité et les nuisances pour les riverains continueront. Réaction de Patrick Haram. Ouais. Le sanitaire avant l'humain. Non, je le dis de manière très simple et très claire. Je le dis de manière très simple et très claire. C'est deux sujets qui doivent être traités de concert. Il y a d'abord la question de la sécurité. La question de la sécurité est essentielle. Et Laurent Saillet nous explique que le ministre de l'Intérieur, il ne peut pas assurer la sécurité, qu'il change de métier. Deuxième élément, vous ne pouvez pas simplement dire on va rétablir l'ordre et on va assurer la sécurité si vous ne soignez pas. Parce que ce sont des malades, des délinquants, ce sont aussi des malades. Il faut les mettre dans un centre fermé. Parce que ce que propose le docteur, le médecin que vous avez sur le plateau aujourd'hui... Le docteur Levenstein dit c'est une utopie. Alors, c'est plus qu'une utopie. Aujourd'hui, 20% de ceux qui passent dans ces centres-là, ils vont dehors prendre le matériel pour se shooter. Et les autres, beaucoup d'entre eux, se donnent des doses supplémentaires parce qu'ils savent qu'ils sont sous contrôle médical. Et donc, ils veulent se shooter un peu plus pour pouvoir, effectivement, ressentir plus de choses. La réponse du docteur Levenstein. Oui, moi j'aime bien avec patience entendre les discours, si vous voulez, de personnes qui connaissent peu le dossier. Oui, vous êtes sachant. C'est une addiction qui est compliquée à traiter. Patrick Haram, il n'est pas en plateau. C'est une addiction qui est très compliquée à traiter, même quand se multiplient pas les précarités comme celles auxquelles on assiste chez ces personnes-là. Vous voyez l'exemple le plus fréquent déjà pour des personnes sans domicile fixe qui sont devenues alcoolodépendantes. La seule différence, c'est qu'elles ne se réunissent pas à 300 ou 400. C'est horriblement compliqué. Disons-le tous avec humilité sans en faire une bataille politique. Mais comment peut-on encore imaginer au XXIe siècle que l'on puisse traiter une addiction en créant des centres fermés ? Le principal producteur de drogue au monde, c'est le cerveau humain. Vous allez mettre 7 milliards de personnes en prison pour régler le problème de la relation de l'homme avec les drogues. Stop. Non, là, vous êtes pas encore sérieux. une fois, il faut des structures. Non, mais arrêtez ce discours-là. C'est insupportable à entendre. L'élégance, à défaut du savoir, de me laisser parler, voulez-vous. Il faut des structures avec des passerelles. Or, l'état de la psychiatrie et de l'addictologie n'est pas celui qui devrait être si vous voulez soigner les gens. Alors, docteur, que vous disent les autorités, que vous dit le gouvernement sur la création de ces éventuelles passerelles ? Eh bien, pour l'instant, oui, bien sûr, petit à petit, on y arrive avec l'idée notamment de créer des portes d'entrée avec ces passerelles. Ça s'appellera vraisemblablement des haltes santé addiction. Et là, encore une fois, il faut l'associer bien évidemment avec l'ordre et la sécurité. Ça va de soi. Souvenez-vous des problèmes de l'héroïnomanie, des places publiques de Zurich à Paris, avant qu'il y ait une médicalisation, je ne vais pas dire grâce au sida, mais à cause du sida, grâce aux médicaments de substitution. On n'a pas ces médicaments de substitution aussi efficaces que l'ont été la méthadone et la buprenorphine, contre lesquels d'ailleurs un certain nombre de personnes sur ce plateau se sont à l'époque tout à fait élevées contre. Mais maintenant qu'on a des modèles plus efficaces, il nous faut absolument les mettre en jeu dans une forme d'ordre tranquille. Et ça veut dire des moyens supplémentaires et non pas des débats à ne plus finir pour gagner 2% de voix, quoi. Concrètement, Madame la maire, va falloir être patient. Mais on peut pas, alors, quelles que soient les solutions, j'entends, il y a des solutions proposées, il y a différentes pistes, on doit aussi s'appuyer sur des avis scientifiques. Et on n'a pas de médicaments. Ce que je veux, c'est qu'on trouve une solution rapide. Je refuse que nos territoires déjà fragilisés, moi ça fait 1 an et demi que je suis le maire d'Aubervilliers, 1 an et demi que je me bats chaque jour. J'ai pris des engagements forts devant les habitants pour rétablir un cadre de vie, pour reconquérir l'espace public. Et je m'interroge quand je vois le ministre décider de rajouter des fragilités aux portes de ma ville. Donc là, je me dis, et sans concertation avec les élus locaux. Donc qu'une solution soit vite trouvée.
qu'une solution soit vite trouvée et qu'elle le soit en concertation. Alors, ce qui est bien, ce qu'on entend, c'est qu'il y a, semble-t-il, une volonté politique qui est à l'œuvre. Alors, on nous dit en même temps qu'il y a un manque de moyens. Je pense que la référence aux opiacés, à l'héroïne notamment des années 90, 80-90, notamment Zurich, est un bon exemple parce que ça a été quand même largement traité et nettoyé. Ça a mis du temps, mais ça a été fait. Là, ce qui se passe, c'est qu'on semble, et c'est ce que je voudrais avoir la confirmation, c'est qu'il y a non pas simplement une conversation, mais une volonté des moyens qui ne sont pas apparents, qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est là où c'est important. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure que c'est de la responsabilité gouvernementale, c'est qu'on n'a même pas d'émission d'un message. Le seul message, ça a été le déplacement de population. Donc, c'est le message sécuritaire. Et ils ont dû mettre la pression, les élus, Oui, pour non, être invités. exactement. C'est incroyable. Et donc, on n'entend pas le ministre de la Santé, qui est peut-être occupé avec la Covid, et ainsi de suite, mais on a besoin de lui. On a besoin de M. Darmanin, pas simplement sur l'aspect sécuritaire, mais aussi dans la coordination. On a besoin d'interministériel. Et on a besoin d'entendre ce que vous dites, monsieur l'édictologue, c'est-à-dire monsieur le professeur, c'est qu'il y a une conversation pour trouver des solutions, cette fois-ci organisées, et pas simplement de l'incantation. Parce qu'effectivement, l'incantation ne sert à rien. Par contre, confirmez-nous que vous avancez, que vous progressez, qu'il y a des moyens qui sont à l'œuvre, qu'il y a une volonté gouvernementale d'avancer, qu'elle se coordonne ou pas avec les territoires qui sont eux-mêmes aujourd'hui blessés, pas simplement dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur image. Regardez ce que c'est Aubervilliers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on leur dit vous allez à Crackland si vous allez à Aubervilliers. Ça veut dire ça, c'est résumé. Et donc c'est pas acceptable parce qu'en termes d'image, en termes de vie quotidienne, mais aussi de projection dans ce que vous voulez faire, c'est pas acceptable. Donc il y a une responsabilité politique forte que de dire ce que vous dites. Ce que vous dites est très positif, des solutions intelligentes sont à trouver et sont en train d'être construites, mais qu'elles émergent, qu'on les connaisse, qu'elles soient communiquées par le gouvernement au lieu de nous laisser dans cette espèce d'incantation par le vide. D'un côté, la ville de Paris qui dit j'en veux plus, de l'autre côté, vous les recevez, et au milieu, il n'y a personne, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni pas les ministres techniques. Ça y est. Alors moi, je ne suis pas dictologue, mais je ne suis pas aveugle, ni sourde. Et quand on regarde ce qui se passe, ou ce qui se passait avec les fumeurs de crack, pardon de dire que quand on voit des hommes violer des femmes se prostituer, des hommes attaquer des enfants dans les poussettes, des hommes se battre, est-ce qu'on est encore dans la solution tranquille de dire qu'on va faire un chemin Est-ce que vous pensez que ces gens-là, qui sont capables au quotidien de donner des doses à des femmes avec la contrepartie de se prostituer, ce sont des gens qui ont envie tranquillement de rentrer bénévolement dans un parcours de soins? Voilà. Ah, excusez-moi, mais là j'ai l'impression qu'on est dans un monde en décalage complet. Donc bien sûr qu'il y a au milieu de ces personnes des gens qui ont la volonté d'en sortir, mais le système même de la drogue, c'est de ne pas avoir la volonté d'en sortir. La parole au docteur Donc, si Robinson vous voulez, dans un soit il y a instant. une obligation et la Bien protection des évidemment, la pub. Français, soit ça, tout le reste, ça ne servira à rien. Vous restez avec nous, on continue à en parler. À tout de suite. 16h passé de 29 minutes, de retour en direct sur le plateau de Midi News Weekend. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Laurent Sallier, chroniqueuse politique, Jean-Christophe Gaillin qui est politologue, avec Karine Franclet qui est maire UDI d'Aubervilliers et Patrick Caram, vice-président libre du Conseil régional d'Île-de-France. On est également avec l'addictologue, le professeur William Lowenstein, pour parler de cette situation du crack et cette nouvelle mobilisation dans une grosse demi-heure maintenant du côté de la place Stalingrad à Paris. Mobilisation et forcément cette colère, cette frustration de la part de bon nombre de riverains, je vous le disais, à Paris, à Pantin, mais également du côté d'Aubervilliers. Vous voyez ce reportage signé pour CNews, Jeanne Cancard, Kinson et Pierre-François Altermat. Théoriquement, on fait ça et on va en direction de Porte de la Villette. Là, on est obligé de contourner de l'autre côté de la place. Pour éviter de croiser des toxicomanes, Stéphanie s'impose des détours. Depuis vendredi dernier et l'arrivée de dizaines de consommateurs de crack dans son quartier, cette habitante d'Aubervilliers vit dans l'angoisse. Pour elle, ces toxicomanes doivent partir et être pris en charge avant qu'un drame n'arrive. La problématique, c'est qu'il existe déjà des trafics, donc d'autres drogues. Ces trafiquants sont dérangés par ces nouveaux consommateurs, mais aussi dealers qui sont présents sur le terrain sur lequel ils ont été déplacés. C'est évident que ça dérapera parce qu'on a des échos de cités entre lesquelles je me situe qui laissent entendre effectivement une montée de violence. À quelques kilomètres de là, d'autres riverains se mobilisent. Vous savez qu'il y a une salle de shoot qui est censée ouvrir juste au bout là. Cet habitant du 10e arrondissement de Paris distribue des tracts pour appeler à se rassembler. Dans son quartier, pas de regroupement de toxicomanes pour le moment, mais de potentielles futures salles d'accueil pour ces consommateurs de crack. La maire de Paris explique que chacun doit prendre sa part, mais en fait on se rend compte que ça se concentre que sur nos quartiers, des quartiers qui sont populaires. Non, en fait... on n'est pas le laboratoire du crack de Paris et de France. Les riverains du nord-est parisien appellent à manifester chaque semaine tant que des solutions concrètes ne seront pas prises par l'État et la mairie de Paris. On n'est pas le laboratoire de Paris, c'est un de crack de Paris et de France, Madame
la maire d'Aubervilliers, Karine Franclet. Ce samedi 2 octobre peut-il marquer oui ou non un tournant dans cette contestation anti-crack ? Tout va dépendre des décisions que vont prendre l'État. Est-ce qu'ils vont réagir pour nous proposer des solutions? Mais en tout cas, quand on voit cette jeune femme, cette jeune Alberte Villarienne, c'est extrêmement positif. On voit une jeune femme qui travaille, qui se mobilise, qui a envie de donner une autre image pour sa ville. Et moi, je remercie les médias aussi de montrer un autre visage de la ville et un autre visage de la crise. Et c'est ce que je disais mercredi lors de la manifestation. On a senti tout de suite une solidarité entre les habitants des différentes villes, parce qu'on a vu des gens de Pantin à Aubervilliers et inversement, et même des gens qui allaient à Paris. Finalement, cette crise, c'est solidarité. On voit les élus et les habitants parler d'une même voix. Donc je me dis, ça peut aussi réconcilier certains habitants avec les politiques et voir qu'ils sont sur le terrain à leur côté. Et puis c'est aussi une solidarité au-delà des étiquettes pour la même cause entre les différentes villes. Et ça, c'est quand même du positif dans cette crise. Laurent Sallier. Qui peut imaginer qu'un fumeur de crack qui sort d'une salle de shoot ait un comportement normal? Mais on est dans une totale hypocrisie. Ça veut dire quoi? En plus, on connaît bien le problème, c'est-à-dire que parfois certains récupèrent des doses qui vendent à l'extérieur, donc ça devient des sites de deal autour des salles de shoot. Donc résultat des opérations, les habitants effectivement qui habitent sur place, c'est une torture, c'est dangereux. Et puis je pense aux enfants. Mais quelle image donne-t-on aux enfants et quel message passe-t-on? Quand vous vous promenez avec votre enfant, que vous marchez ou que vous escaladez des corps, parce que c'est ça qui se passe, couché à terre, parce que les gens viennent de se droguer, et qu'on vous dite, en fait, pourquoi? Parce qu'il s'est drogué. Ah oui, et où? Voilà, dans la salle là. Donc c'est autorisé ou c'est interdit? Non, mais il faut revenir à des fondamentaux. Il y a deux visions de la chose. Soit on interdit la drogue, et ça veut dire on lutte contre, et on interdit dans tous ses sens, et on désintoxique les gens. Soit on considère qu'on accompagne les drogués. C'est deux philosophies. Et attention, parce que dans l'accompagnement des drogués, ça, ce n'est que le début. Après, on va arriver à des légalisations. Parce que bien sûr, pour faciliter la chose, c'est un renoncement. Je pense à toutes ces forces de l'ordre qui, tous les jours, vont dans ces endroits, qui sont obligés de faire leur travail et à qui on va expliquer qu'il y a des endroits où c'est autorisé. C'est autorisé ou c'est interdit. Une salle de shoot, c'est un renoncement. On est toujours en ligne avec le docteur Loewenstein. Docteur William Loewenstein, merci d'être avec nous en direct, encore une fois, dans Midi News. La difficulté de cette situation tient avant tout à la nature du crack, on le sait, qui est extrêmement addictif. Oui, absolument. Rappelons pour tous que le crack est un composé à partir de la cocaïne, soit avec du bicarbonate, soit avec de l'ammoniac, et qu'en plus la voie fumée est plus efficace, si j'ose dire, en termes de hype, en termes de neuroexcitation, que la voie veineuse. C'est vous dire un peu la violence de cette voie de consommation, d'où la difficulté, évidemment, et j'en suis d'accord, des traitements. Mais si nous en arrivons là à des situations désastreuses, que ce soit pour les principaux concernés, les consommateurs, et les principaux concernés aussi, qui sont les riverains, c'est parce que les politiques sont restés aussi obscurantistes, que le discours que je viens d'entendre. C'est-à-dire, on sort de 50 ans de répression, et si on en est là, c'est parce que la répression amène toujours plus de précarité et laisse, encore une fois, les politiques de réduction des risques et de soins en troisième point. Qu'il faille des périmètres de sécurité autour des salles de consommation à moindre risque. Si on voulait bien ne plus les appeler salles de shoot, ça serait plus juste. Des périmètres de sécurité, de l'ordre, comme ça a été dit, pour un équilibre entre la santé et la sécurité, nous serons gagnants. Et je reviens à cette époque de l'héroïne et du sida, où tout le monde nous expliquait qu'il n'y avait rien à faire. Nous avons réussi, dans le calme, à ouvrir des centres méthadone, dont le mien, si j'ose dire, le centre Monte Cristo, qui était à 50 mètres d'une école et à 70 mètres d'une crèche. Quand il y a de l'ordre d'assurer de l'efficacité médicale, je peux vous assurer que c'est mieux que cette utopie sans cesse de la répression qui n'est qu'une agitation politique, hélas sans résultat, comme on le voit depuis 50 ans.
Ouais. Non, un mot quand même. Moi, je suis extrêmement choqué par le discours que je viens d'entendre. Parce que c'est ce discours qui, aujourd'hui, a rendu la situation intenable. Parce que ce que monsieur l'addictologue non, c'est la répression qui l'a tenue intenable. présente comme une... Arrêtez, c'est la répression qui l'a tenue intenable. Ce que vous présentez comme la solution, c'est la solution qu'Hidalgo a testée, a mis 10 millions d'euros. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'a non seulement servi à rien, mais ça a renforcé le problème. Et aujourd'hui, nous en sommes dans une situation totalement désespérée. Désespérée d'abord pour les habitants qui subissent ces nuisances. Et je vous invite, vous, à aller vous déplacer à la rencontre des riverains et aller leur dire le discours que vous me tenez. Mais c'est aussi désespérant pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas d'injonction thérapeutique. J'entends, il faut faire des passerelles, il faut chercher à convaincre, il faut une solution douce. Mais si certains d'entre eux ont envie de sortir, ils ne le peuvent pas. Il faut faire des injonctions thérapeutiques. Ça fait partie de ces arsenals-là. Ça fait partie de cet arsenal. Ça fait partie, de cet arsenal que nous devons mettre en place. Cher monsieur qui avait la simplicité comme solution, est-ce que vous avez étudié les documents de l'INSERM sur les injonctions thérapeutiques? Vous savez que le système, il est à peu près à 5% d'efficacité. Donc, ce que nous cherchons tous, vous et moi, ce sont des solutions en effet efficaces. Donc, ne dites pas que mon discours est celui qui a permis d'en arriver là, parce que c'est, hélas, l'inverse qui s'est passé. C'est la répression obscurantiste qui n'a été inefficace. Arrêtez là. Donc maintenant, on met de la sécurité autour des salles de consommation à moindre risque. C'est une évidence. Allez vous déplacer également à Strasbourg, c'est pas si loin que ça, pour voir un modèle qui marche. Et là, ça vous évitera de dire des grosses bêtises. Il me semble qu'à Strasbourg, effectivement, c'est au sein d'un CHU, effectivement. À juste sur salle de shoot, de Strasbourg. Vous savez déjà de ne plus appeler ça salle de shoot, c'est un renoncement. Parce qu'on s'y shoot. C'est ça, la consommation à moindre risque, ça veut dire consommer de la drogue et de tolérer. Jean-Christophe Galère, s'il vous plaît. La réalité, c'est qu'on doit trouver une position qui est en finit avec le répressif, qui effectivement le répressif doit s'organiser autour du trafic et pas autour des consommateurs. Le trafic, effectivement, doit être celui qui doit être maintenu et c'est pas le cas dans tous les territoires. Il y a quand même plein de zones où le travail répressif sur le trafic, il a disparu. Donc, première chose, commencer à prendre le répressif là où il doit être. Ensuite, sur le thérapeutique, et vous avez raison, il faut non seulement s'inspirer de ce qui a été fait sur l'héroïne, le poursuivre. Il n'y a pas de substance, effectivement. Il n'y a pas la méthadone de l'autre côté. Il n'y a pas l'équivalent. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est des moyens, c'est d'une volonté politique. Aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Et encore une fois, je vous le dis, dites-le nous et incitez les gouvernants de ce pays de nous annoncer qu'il y a des vrais efforts. Ça nous évitera d'avoir peur. Ça évitera aux habitants de se dire on les abandonne. Ça évitera aux habitants de devoir se mobiliser en tant que milice pour dire on va se débrouiller tout seul. On en est là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un déficit de communication. S'il y a des choses qui sont en train de se faire, et je ne parle pas de la mairie, ni de Paris, ni d'Aubervilliers, ni ailleurs, je parle du gouvernement de ce pays. Puisqu'on est au cœur de la capitale, ou en tout cas du périmètre de la capitale de ce pays, on est à quelques années ou quelques mois des Jeux Olympiques, et surtout, on est dans une vie quotidienne qui, depuis une quinzaine ou même un peu plus d'années, est impossible pour ces riverains. Donc, si je vous entends dites-nous si c'est la vérité, dites-nous si on avance vers cette solution, s'il y a de l'argent, si on vous accompagne sur ce travail, et si on va avoir des résultats. Docteur. Oui, absolument. Olivier Véran travaille sur ce qui s'appelle des haltes santé-addiction, qui seraient en effet ces portes d'entrée vers des systèmes avec des passerelles. Encore une fois, on ne changera pas les choses si on n'accorde pas une attention à la fois financière importante et médicale à ce sujet. Et c'est ce qui est demandé et ce qui est, je pense, Olivier Véran a entendu, et les moyens vont suivre dans les semaines qui viennent. C'est déjà trop long, trop tard, et on ne peut que comprendre que le désordre est insupportable. Mais encore une fois, ce désordre, il a été créé parce qu'on a pensé que ce type d'addiction pouvait se régler en simplement étant répressif. Il faut une part de répression comme l'ivresse sur la voie publique et une part de soins, et la part de soins, elle a été insuffisamment soutenue jusqu'à présent. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous en direct dans Midi News. Docteur William Loewenstein, addictologue. Si je comprends bien, on va encore de nouveau déplacer le problème parce que c'est une question d'heure ou de jours. Ce ne sera plus à la Villette, ce ne sera plus à Pantin, ce ne sera plus à Aubervilliers, ce sera ailleurs. Que ce soit dans des structures adaptées et que ce soit fait vite.
Eh ben, on n'est pas sorti de... Non. Vous connaissez effectivement le fameux dicton. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans ce Merci. Midi News Weekend. Tout de suite, la belle équipe, l'hebdo déco, puis la belle équipe. Ce sera avec Florence O'Kelly. Excellente journée.